je me souviens, on a mis 7 ou 8 ans pour commencer à vendre les premiers sites. 7 ou 8 ans. Les clients nous disaient « Monsieur, on ne vendra jamais des voitures sur Internet, jamais, jamais ». Aujourd'hui, les sites Internet, si demain on les coupe, il n'y a plus de concession, c'est comme si la concession avait brûlé. Il y a un moment, je pense que c'est aussi important d'avoir des actions très très concrètes pour nos partenaires, pour le milieu. Donc ça passe par ce pragmatisme d'un groupe Goliath comme Imaweb. Et ça passe aussi par peut-être des esprits un peu rêveurs, peut-être parfois même un peu naïfs de la part d'acteurs de start-up. On a besoin de ça, on a besoin de cette créativité qui va faire qu'à un moment donné, on va sortir le produit qui va révolutionner peut-être un métier ou un pan de métier chez nos clients. Et de plus en plus, compte tenu de l'expertise que demandent nos clients, dans des micro-niches, on ne peut pas être compétent de partout. Nous, et notamment grâce à Drift, on souhaite passer des messages assez forts là-dessus, peut-être aussi parfois un peu provocateurs, sur le fait de devenir clairement acteur de cette révolution et non pas passif, puisque les usages sont là, les besoins des clients sont là, et il faut clairement réagir tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Drift, bienvenue chez vous, surtout parce que c'est vous qui organisez l'événement et cette série d'interviews. Alexandre Launay, vous êtes président, cofondateur de Stampit, à vos côtés Philippe Dressy, directeur des opérations d'Imaweb, qui a racheté Stampit au mois de mars dernier. On pourrait aussi vous appeler David et Goliath, en tout cas c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, savoir comment industrie et start-up peuvent connecter leurs forces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment vous vous êtes rencontrés, quel regard vous portiez l'un sur l'autre? Philippe, allez-y. L'origine de notre rencontre, je crois que c'est un coup de téléphone que j'avais passé à Alexandre durant le mois de mai, je crois que c'était 2020, où quelque part ça faisait 2 ans que j'entendais parler de cette boîte de partout, en étant un peu la start-up qui grimpait, et en tant que groupe qui s'occupe de la digitalisation des concessions automobiles, quelque part on avait un vrai intérêt à se rapprocher d'une société comme celle-ci, en tout cas pour une partie d'un métier qu'on ne maîtrisait pas en interne. Donc c'est pour ça que j'ai appelé Stampit, que j'ai appelé Alexandre, et la suite je pense qu'il va vous la raconter. La suite du coup de fil. Alors la suite du coup de fil, donc Philippe en plus il a l'avantage d'être assez direct, donc il nous a tout de suite dit pourquoi il nous appelait, et notre premier abord ça a été plutôt un non, en tout cas on va réfléchir. Et puis finalement quand Philippe est rentré un peu plus dans les détails du projet avec la vision globale, vraiment ça nous a intéressé d'aller plus loin en tout cas dans la discussion, puisque par défaut l'entreprise donc Imaweb qui est spécialisée dans les DMS, donc les ERP en fait du milieu de l'automobile, et le type d'entreprise vers lesquelles on n'allait pas forcément se tourner par défaut directement. Et finalement c'est vraiment le projet dans son ensemble qui était hyper excitant et qui est toujours excitant. Pourquoi, Philippe Dressy, ne pas avoir développé vos propres compétences en interne? Pourquoi vous avoir jeté votre dévolu sur Stampit? On était extrêmement conscients que pour nos clients, le marché du VO aujourd'hui, c'est vraiment un marché qui sont en train de travailler à fond, et on ne pouvait pas arriver avec une solution dans 2 ans ou dans 3 ans, on aurait été en retard. Alors que Stampit arrivait à point nommé. Et retravailler ou reconcevoir des produits comme ils les avaient conçus, c'était impossible pour nous, c'était pas notre métier. Le métier de l'imagerie, on ne le connaissait pas, donc c'était 10 fois plus simple de proposer de rejoindre le groupe. Parce que vous aviez 36 années d'expérience? En quoi c'était nouveau? Parce que on est en fait un spécialiste du progiciel pour la distribution automobile, et de plus en plus, compte tenu de l'expertise que demandent nos clients, dans des micro-niches, on ne peut pas être compétent de partout, donc il faut aussi savoir racheter des compétences ou racheter des produits, parce qu'un groupe comme le nôtre ne peut pas être un hyper spécialiste dans chacun des domaines. Et comme quand on a analysé le marché, Stampit nous paraissait vraiment la solution au niveau européen qui était la meilleure ou la plus en avance, c'est pour ça qu'on s'est permis de
d'approcher Alexandre. Ça veut dire, Alexandre, que ça y est, vous avez perdu toute créativité, autonomie, indépendance, agilité? Il a l'air... Ah ouais, c'est très très difficile à vivre. Non, bien au contraire, et ça faisait partie aussi de notre discussion, si on allait plus loin justement dans les échanges. Nous, on a un ADN innovation et start-up entre guillemets qui est très fort chez nous et très développé. Et donc c'était important pour nous de garder cette valeur et cet ADN et ces moyens d'expression dans le quotidien. Et la chance qu'on a avec le groupe Imaweb, c'est que dès le départ, ils l'ont compris et ils ont compris que au-delà de ces valeurs, il y a aussi une âme d'entrepreneur avec les cofondateurs de l'entreprise, mais aussi même les collaborateurs de Stampit. Et ça, c'est conservé, c'est vérifié et on a presque 100% d'autonomie aujourd'hui, donc c'est plutôt très positif. C'est quoi la définition pour vous de start-up, une entreprise qui démarre, qui est vendue, hop, après terminée? C'est quoi pour vous la définition? Alors pour moi, c'est pas du tout la finalité du start-up, c'est pas du tout la vente, bien au contraire, puisqu'on n'avait pas forcément prévu ça tout de suite en tout cas. C'est plutôt d'avoir un moyen, comme le start et scale-up aussi derrière, mais d'accélérer très très fortement et d'être le leader tout de suite dans un domaine d'activité. Donc nous, on a eu la chance de s'entourer dès le départ des meilleures compétences pour être les premiers en fait à avoir participé à la création ou en tout cas la digitalisation du marché du remarketing VO, et donc notamment d'embellir en fait un véhicule d'occasion pour le mettre à disposition sur le web des consommateurs et de la plus belle des manières, et que ce process-là en début de chaîne soit digitalisé par nos clients B2B. Et donc il a fallu très rapidement, d'où Startup, prendre le maximum de parts de marché sur notre activité et d'être défini parmi l'un des acteurs majeurs en Europe. Et donc on a investi lourdement sur des ressources, sur des moyens, et qui nous ont permis premièrement de créer la première techno et ensuite deuxièmement de la vendre et de la mettre à disposition de nos clients. Alors je caricaturais avec la notion de start-up avec Alexandre Launay. Philippe Dressy, je peux faire la même chose avec vous, un grand groupe, l'inertie, prenez pas mal, quel est l'intérêt de vous associer finalement? Premier intérêt, c'est les ventes à l'international. Stampit s'est très rapidement imposé comme le leader sur le marché français, mais par expérience, pour avoir aussi pratiqué le marché international depuis 20 ans, quand une boîte française essaye de s'implanter à l'international, ça coûte énormément d'argent. Et donc le retour sur investissement, il est très long à venir. Ce qu'on a apporté à Stampit, je pense, c'est tout de suite l'ouverture de toutes nos forces commerciales dans chacun des pays dans lesquels nous sommes, Belgique, Hollande, Suisse, Allemagne, Espagne, Portugal. Donc dans tous ces pays, on a des forces commerciales qui aujourd'hui distribuent Stampit, et ça, c'est un effet immédiat. Donc je pense que pour le groupe et pour Stampit, ça leur a donné tout de suite un élan qu'ils auraient bien sûr pu faire par eux-mêmes, mais à un coût qui est relativement important. Pensez par exemple à l'Espagne? Ouais, donc on a rejoint le groupe au mois de mars, et dès le mois de mai, on déployait Stampit Espagne avec des ressources dédiées sur place. Et ça, c'est d'une puissance de feu dans un contexte actuel où justement, encore une fois, on veut aller vite et prendre des parts de marché. Ça nous a permis tout de suite d'accélérer sur ce marché-là. Vous travaillez avec des distributeurs, vous l'avez dit, qui entretiennent les véhicules, qui les distribuent, qui les revendent. Comment vous êtes sûr, en étant de l'extérieur, d'être en phase avec le marché? Le marché, on n'est que sur ce marché, hein. On ne fait que le marché automobile. Donc depuis 35 ans, je pense qu'on le connaît correctement. Toutes nos équipes produits sont dirigées par des gens qui étaient avant sur le terrain, qui étaient des anciens consultants, qui ont installé nos produits, donc qui connaissent parfaitement les besoins de nos utilisateurs. On a même recruté un ancien concessionnaire pour nous aider dans la conception des produits. Mais malgré tout ça, on a aussi besoin de jeunesse, comme Alexandre, pour essayer de prévoir ce qui va arriver demain et toute la nouvelle génération de clients. Donc c'est aussi toutes ces forces qui nous permettent de coller parfaitement aux besoins du marché, aux attentes des clients, et de les anticiper. Et ça, c'est vraiment intéressant dans cette partie-là, puisque il y a aussi le bon time to market
à bien positionner. Et parfois, on l'a vu nous-mêmes quand on a créé des nouveaux produits, on s'est aperçu qu'on était c'était pas le bon temps. En fait, les distributeurs n'étaient pas encore prêts à rentrer dans cette démocratisation de certains produits. Et justement, l'effet très pragmatique en fait d'un groupe comme Imaweb, qui a beaucoup plus d'expérience que nous permet de nous raccrocher aussi à l'essentiel, au pragmatisme du besoin de nos clients. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que là, on plaisantait tout à l'heure sur l'aspect start-up. Non, là, il y a la vision, la stratégie qui continue et qui se poursuit. Bien sûr. En tout cas, on partage nos visions, on échange, et ensemble, on décide de ce qu'on va faire ou de ce qu'on ne va pas faire. Et nous-mêmes, on a été, quand moi je suis rentré dans la société en 2000, j'avais un produit à vendre qui était les sites internet pour les concessions automobiles. Et je me souviens, on a mis 7 ou 8 ans pour commencer à vendre les premiers sites. 7 ou 8 ans. Les clients nous disaient, mais monsieur, on ne vendra jamais des voitures sur internet, jamais, jamais. Aujourd'hui, les sites internet, si demain on les coupe, il n'y a plus de concession, c'est comme si la concession avait brûlé. Donc, on est parfois en avance de phase, mais je pense que quand on connaît bien notre marché, quand on sait anticiper les besoins de nos clients, même si à court terme, par exemple cette année, on vient de sortir tout un panel de solutions pour accompagner nos clients dans la digitalisation de tout leur back-office. La facturation, la signature, le paiement, les relations avec le gouvernement, les photos. Donc des fois, le client nous regarde avec des yeux en disant « vous êtes trop en avance », mais on sait que dans 2 ans, dans 3 ans, les clients nous diront « merci en tout cas de nous avoir accompagnés dans ces investissements, c'était super important dans notre transformation. » Et c'est notre métier, quoi. L'exemple du site internet s'apprête à sourire. Il y a d'autres exemples aujourd'hui au sujet desquels on vous rayonnait. Il y a l'aspect innovation et puis expertise également, Alexandre, pour vous. Oui, en fait, alors on a la chance d'être dans un milieu automobile et d'être considéré comme expert de notre domaine d'activité. Et le milieu de l'automobile est un milieu avec, en tout cas, où l'humain et le collectif est de valeur et de rigueur. Et ça, c'est vraiment une super force, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a vraiment décidé à l'époque, quand on a créé l'entreprise, de pivoter et d'être extrêmement focalisé sur le milieu de l'automobile, parce qu'on se retrouvait également dans ces valeurs-là, business. Et donc, on a décidé donc, de créer, d'ailleurs, Drift, c'est la raison pour laquelle on a décidé de créer Drift pour... Dans le contexte actuel, qui est un contexte qui aura des conséquences clairement sans précédent, de réunir un collectif d'acteurs experts dans leur domaine, et donc de créer Drift, qui est la première communauté des acteurs de la révolution automobile. Et donc ça peut être des startups comme nous, ça peut être des groupes de distribution, ça peut être des constructeurs, ça peut être des groupes également de logiciels automobiles, ça peut être des médias également. Et donc tout ça, l'idée, c'est vraiment de rassembler les forces, et avec 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de créer des solutions à forte valeur business, pas forcément à forte valeur innovation, mais à forte valeur business, parce que c'est ce que aujourd'hui nos clients ont besoin. Le deuxième, c'est de les tester le plus rapidement possible sur le terrain, sur le marché, pour itérer et rapidement voir s'il y a un intérêt et si ça apporte justement de la valeur. Et le troisième, c'est une fois qu'on a ces 2 premiers ponts-là, on a le produit, c'est bien, mais par contre, il faut qu'il soit utilisé et bien utilisé par les forces terrain, donc principalement des concessionnaires. Et donc, il faut accompagner ce changement-là. Et donc, on décide également de créer, d'animer un groupe d'experts digitaux pour aller sur le terrain, aller écouter, aller démocratiser, vulgariser les nouveaux usages dans nos métiers. Des experts digitaux, ok, mais vous parliez de photos, si on parle de concret et de solutions que vous proposez, pouvez être copiés, il y en a d'autres qui le font, non? Il y en a plein d'autres, et heureusement, parce que ça crée le marché. Après, on a nous, tout de suite fait le choix d'être justement peut-être un peu avant-gardiste par rapport à certains autres. Pourquoi, en quoi? Avoir une vision ADN tout de suite mobilité. Donc tout tient dans un seul et même smartphone, avec une seule et même application mobile. Donc peu importe où je suis, que je sois
dans la Creuse ou peu importe, j'ai quand même aujourd'hui un smartphone dans la poche, donc je peux utiliser les solutions professionnelles. Donc ça, c'était le premier choix. Et le deuxième choix, ça a été aussi d'investir, comme je disais tout à l'heure, massivement dans des nouvelles technologies, et notamment pour créer des intelligences artificielles qui remplacent toute une partie de la chaîne sur des métiers ou des tâches qui sont extrêmement chronophages pour nos clients. Quand d'autres de nos concurrents, eux, ont fait ce choix-là dans un second temps. Donc, si tu es le premier sur le marché à investir massivement sur ces technos-là, tu gagnes forcément un temps d'avance, même si tu peux être copié demain. Tu as la chance d'avoir un dataset et cette longueur d'avance de 2, 3, 4, 5 premières années qui te positionne en avance. Philippe Dressy, l'idée avec Stampede, c'est d'être agile et d'anticiper même la demande des clients. C'est d'essayer de profiter de tout ce savoir-faire technologique sur la photo vidéo et d'essayer de le dupliquer ensuite dans d'autres domaines. Sur la prévente par exemple, où il y a une véritable demande de nos clients, et tout en intégrant ces solutions avec les systèmes de nos clients. D'accord ? Parce qu'on a rapproché de sociétés, mais en même temps, nos clients ne veulent plus avoir 40 000 interlocuteurs, 1 000 feuilles de produits qui ne communiquent pas entre eux, des bases de données qui ne sont pas synchronisées. Donc l'avantage aussi, en tout cas notre philosophie, c'est de dire on veut être un acteur global pour l'ensemble de la distribution automobile, fournir dans chacun des domaines, dans chacun des secteurs, des solutions qui soient les plus performantes, mais surtout qu'elles puissent communiquer entre elles pour éviter de la redondance de saisie, pour éviter que le fichier client il se trouve dans 10 applications différentes. Et c'est aussi, vraiment, c'est la stratégie du groupe Imaweb, c'est dire on veut vous offrir une palette de produits communicants à un prix qui soit raisonnable et pas un empilage de coûts qui fait qu'à la sortie, le prix des solutions est complètement déplacé et l'usage est souvent très limité. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut rapprocher, intégrer l'ensemble des solutions qui sont nécessaires pour que nos clients puissent être encore plus performants. Il y a eu cette notion d'agilité, de savoir s'adapter, réagir vite dans les épisodes précédents avec Pascal Nègre ou Mourad Boudjelal. Il y a des métiers qui sont morts. On parlait de graphistes pour l'édition avec Mourad Boudjelal, qui n'ont pas su s'adapter à une révolution. Vous avez employé le mot, on parle de bouleversement, de mutation dans le secteur automobile. Quel est votre avis ? C'est exactement ce que la profession est en train de complètement se transformer. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la voiture électrique est en train de prendre un ascendant sur toutes les autres énergies. Les clients veulent consommer de la mobilité, ils ne veulent plus forcément acheter un véhicule, ou en tout cas ils veulent le louer. Donc toutes ces transformations sont aussi des vraies opportunités pour nos clients. Ils vont aussi changer de métier, ils vont aussi devoir s'adapter. Et je pense qu'en tout cas pour eux, il y a une opportunité de se positionner comme des fournisseurs de services de mobilité et pas uniquement des distributeurs de véhicules et des centres de réparation. Donc je pense qu'ils ont une vraie place à prendre. Et il faut que nous, on soit là pour les accompagner dans cette place. Donc c'est une opportunité ? C'est une opportunité en tout cas pour eux et pour nous. Alexandre, vous acquiescez le côté opportunité après la Révolution ? Ouais, bien entendu, et même si pour certains de nos partenaires, c'est parfois vu comme une menace, parce qu'il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux acteurs, il y a des grosses sociétés, je prends l'exemple de Cazoo au Royaume-Uni, qui fait que de la vente en ligne. On a le même créneau aussi avec Aramis en France, où aujourd'hui tu achètes ton véhicule en ligne, tu te le fais livrer chez toi, et ça il y a 5 ans c'était pas du tout imaginable. Et là d'ailleurs ils viennent de sortir aussi un système d'abonnement, donc ça veut dire que tu peux prendre un abonnement et changer de véhicule tous les 3 mois si tu le souhaites. Donc naturellement ça remet en cause complètement les systèmes et les entreprises actuelles de la distribution automobile telles qu'on les connaît. Et nous, et notamment grâce à Drift, on souhaite passer des messages assez forts là-dessus, peut-être aussi parfois un peu provocateurs, sur le fait de devenir clairement acteur de cette révolution et non pas passif, puisque les usages sont là, les besoins des clients sont là, et il faut clairement réagir tout de suite pour, en interne, dans sa propre boutique, accompagner les équipes, recruter des nouveaux collaborateurs qui ont aussi cette vision-là, amener des nouvelles méthodes,
des nouveaux procédés aussi. Les pay-plans, par exemple, en concession, deviennent complètement... avant, comment dire, on remerciait les meilleurs vendeurs sur des financements ou sur une vente d'un véhicule. Aujourd'hui, on va plutôt les incentiver sur la reprise, sur les achats d'un véhicule. Donc ça modifie complètement tous les précarés de la filière et c'est extrêmement excitant et nous, acteurs de la digitalisation, on doit accompagner les partenaires dans cet axe-là. Ça veut dire que la révolution ou la mutation, elle concerne l'automobile en elle-même et l'usage surtout, qui en effet, si je vous donne la clé Drift, la fameuse, c'est quoi pour vous l'automobile du futur? Alors moi, vous n'êtes pas trop clé, vous? Pas du tout, déjà j'aime pas les clés. Donc moi ça serait plutôt ça naturellement pour ouvrir, allumer son véhicule et encore une fois éviter d'avoir comme Apple Pay, j'ai plus besoin de carte, tu payes tout depuis ton téléphone mobile, donc l'idée c'est d'avoir tout depuis son téléphone. Après donc vous laissez la clé à Philippe? Voilà. Ouais, je te la donne plutôt. C'est pas la même génération. Moi, ça me rappelle ma première Golf. Donc Ce que vous disiez, c'est que voilà, la révolution, c'est plus l'usage que l'automobile en elle-même. C'est l'usage et la techno qui est embarquée dans l'automobile. L'électrique, la voiture autonome et tout ce qui est lié à tout ça. Mais je suis à peu près convaincu. Je vois mon fils qui a à peu près l'âge d'Alexandre. Il a eu une voiture dans sa vie quand il avait 18 ans. Pourtant, moi, je suis un passionné de voiture. Je me rappelle, à 4 ans, il connaissait déjà tous les modèles de voitures. Et malgré tout ça, aujourd'hui, il n'est plus du tout attiré par le produit. Mais par contre, quand il utilise ou quand il a besoin de se déplacer d'un point A à un point B, c'est l'iPhone, c'est Virtuo, c'est je ne sais plus quelle plateforme. Et automatiquement, il me dit, c'est zéro souci, quoi. Donc, je pense que nos clients, il faut qu'on puisse accompagner nos clients pour les aider avec nos solutions à se transformer et à saisir cette opportunité qui sinon seront saisies par d'autres acteurs. Le why, c'est ça, ou le leitmotiv, Alexandre? Et ce que vous pourriez dire de concert, David et Goliath? Ouais, je reviens sur le pragmatisme de tout à l'heure, c'est important, on a beaucoup d'articles, beaucoup de médias, beaucoup de conférences qui parlent de la digitalisation, mais ça fait 10 ans qu'on parle de digitalisation et notamment du secteur de l'automobile. Il y a un moment, je pense que c'est aussi important d'avoir des actions très concrètes pour nos partenaires, pour le milieu. Donc ça passe par ce pragmatisme d'un groupe Goliath comme ImaWeb. Et ça passe aussi par peut-être des esprits un peu rêveurs, peut-être parfois même un peu naïfs de la part d'acteurs de start-up. Et c'est la rencontre entre ces deux mondes, ces deux milieux qui feront la force demain sur le marché pour amener des solutions, encore une fois, à forte valeur business et pas forcément rêveur, waouh, on va faire ça. Ça va être la première solution innovante, mais par contre, ça va venir que dans 10 ans, parce que le marché n'est pas encore prêt. On n'est pas dans ces modèles-là. Et c'est pour ça que nous, chez Stampit, on ne se considère pas non plus étant comme une start-up, puisque qui dit start-up dit effet spéculatif pour certains modèles de start-up et c'est pas notre cas. On préfère être basé sur du pragmatisme, sur de la rentabilité. Je mise 1, il faut que ça rapporte 2, etc. Et je pense que c'est aussi ce qui nous a rapprochés dans nos discussions avec Philippe. Donc on n'est pas dans la naïveté? Non, on n'est pas dans la naïveté, mais on veut leur laisser, et on veut laisser vraiment à Stampit une autonomie quasi totale pour pas les brider, parce que l'expérience montre toujours, quand on a trop d'expérience, on va toujours dire ça ne marchera jamais, parce que nos schémas de pensée vont nous conduire à dire non, ça ne peut pas marcher. Et on a besoin de ça, on a besoin de cette créativité qui va faire qu'à un moment donné, on va sortir le produit qui va révolutionner peut-être un métier ou un pan de métier chez nos clients. Donc, bien sûr, on veut pas de naïveté, mais d'un autre côté, il faut quand même des gens qui réfléchissent à demain et avec tout l'esprit de la créativité, de la jeunesse, ça c'est super important pour nous, quoi. Donc Stampit, il y a des produits, il y a la solution, mais il y a aussi cet état d'esprit qui nous permet aussi de nous révolutionner, nous en interne, quoi. Parce qu'une boîte de 35 ans,
c'est aussi déjà une boîte qui est un peu ancienne dans notre métier et on a besoin de ça, quoi. Merci David et Goliath. Merci Maxime. Merci À bientôt. Maxime. À bientôt.